Chère Antonine, à quelque chose malheur est bon, comme dit le proverbe. La situation mondiale est décrite par les médias comme au bord du cataclysme, et cela fait seulement une quinzaine de jours que nous sommes entrés dans le confinement. Comment une telle puissance planétaire, si l'on additionne celle de chacun des pays, puissance économique, militaire, administrative, industrielle, scientifique, technique et technologique, comment une puissance à ce point colossale peut-elle être menacée d'effondrement en si peu de jours par la présence d'une particule aussi microscopique qu'un virus? On nous parle de récession économique mondiale, de crise alimentaire planétaire qui n'épargnerait personne, de possibilités de conflits entre diverses grandes puissances. On présente les entreprises, les commerces, les indépendants et les familles comme à bout de souffle. On dénonce la rapacité des grands groupes industriels et bancaires, mais aussi la voracité morbide et charognarde des spéculateurs boursiers de tout poil, grands ou petits, qui tous tentent de tirer la couverture à soi. La criminalité explose, cybernétique mais aussi mafieuse et internationale. Certains individus vont jusqu'à spéculer sur la vente des médicaments et des masques qui servent à soigner les personnes malades du coronavirus. Les trafics les plus sordides se trament dans les couloirs des entreprises et des institutions. Le confinement ferait aussi exploser la violence conjugale, les abus sexuels en tout genre, la détresse des parents liée à l'incapacité à s'occuper de leurs enfants plus d'une heure, les dépressions dues à la contrainte de s'occuper simplement de soi-même la journée durant, sans être l'objet d'aucune sollicitation extérieure à notre famille proche. Face à cette dernière situation, qu'elle nous apparaît juste ici encore la réflexion de Pascal qui disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Ne pas savoir rester chez soi avec plaisir, voilà selon Pascal le signe le plus probant de notre misère. » Face à cette situation apocalyptique qui n'a d'égal que la déferlante médiatique qui l'exploite et l'amplifie ad nauseam, je maintiens mon proverbe initial. À quelque chose malheur est bon. Dès le début du confinement, les relations entre nous à la maison se sont considérablement consolidées. Sentant chacun probablement la présence d'un danger réel qui s'approche et qui rôde, on se tourne vers le groupe qui nous est le plus proche, ce qui reste le plus sûr moyen d'y faire face. On s'écoute, on prend soin les uns des autres, on tente par tous les moyens de détendre l'atmosphère, et ça marche. Au final, la cohésion familiale et l'ambiance n'ont jamais été aussi fortes et aussi bonnes que maintenant. Dans les diverses communications téléphoniques que nous avons avec les autres membres de la famille ou avec nos amis, je constate bien sûr une sourde inquiétude qui fragilise les plus robustes et déboussole complètement les plus fragiles. Mais une inquiétude où affleure cependant un certain bon sens. De manière générale, la conscience se fait jour concernant la part de responsabilité de chacun vis-à-vis de la situation de crise que nous traversons. En ligne de mire, nos manières de vivre. La vie générale est unanime. À vouloir posséder sans raison, nous voilà tous possédés sans raison. Nous nous sommes tous engouffrés depuis des décennies dans une irrationalité de plus en plus débridée et complaisante. Nous avons tous, jusqu'à cette crise, perdu la tête. Nous nous sommes égarés. Nous en payons tous, et chacun, les conséquences. Même ceux qui étaient les plus attachés à un consumérisme excessif, attachés à ce fameux fun qui excusait les comportements consuméristes les plus ineptes et les plus indécents. Même ceux-là se rétractent, et chez quelques-uns, le reniement semble radical. Tout cela me conforte dans l'hypothèse que je défends depuis que je t'écris ces lettres. La mort
a brutalement refait surface dans nos vies, et cela a pour conséquence immédiate, certes, de faire perdre la tête à plus d'un, en proie à une peur panique pandémique, mais pour d'autres, moins visibles et sans doute moins séduisants pour le pouvoir politique et médiatique, cette présence brutale de la mort a pour conséquence de remettre de l'ordre dans les esprits. Spontanément, l'on se tourne vers les êtres qui nous sont les plus chers, avec en soi la prégnance d'un sentiment fort de cohésion familiale ou fraternelle. Spontanément, on réfléchit à sa consommation et à ses activités. On se demande lesquelles sont véritablement essentielles, lesquelles nous apparaissent dès lors inutiles, voire véritablement saugrenues. L'on voit ainsi que l'esprit pour l'homme, lorsqu'il n'est pas totalement aveuglé par les mirages d'une visibilité sociale ou médiatique, n'est pas une réalité accessoire ou oisive. Il s'agit d'une réalité tout aussi nécessaire, tout aussi incompressible que son économie. Quelle que soit par ailleurs la profondeur du sommeil dans lequel l'esprit de l'homme a pu croupir et s'oublier jusqu'alors. Au moindre danger vital, cet esprit refait surface. Aussitôt, ce dernier remplit sa fonction première, qui consiste à remettre de l'ordre dans la réalité qu'il perçoit, à prévoir, à planifier, afin d'y faire vivre l'être qu'il sert, si possible, de manière heureuse. Toujours est-il que même si les forces qui nous tirent vers le bas sont sans nombre, il demeure toujours des forces contraires qui nous aident à nous relever et nous dégager de nos tourments et de nos angoisses. La chance est donnée à chacun d'entre nous de choisir. Cessons là ces considérations. Il me faut reprendre la réflexion que je désire soumettre à ta sagacité et à ton esprit pour le nourrir et le fortifier. Je t'ai laissé la dernière fois sur cette question. D'où vient qu'en accordant ouvertement la primauté à l'économie pour assurer le bonheur de tous et de chacun, nous avons œuvré tout au contraire à notre propre perte? D'où vient que la foi déclarée exclusive en l'économie, celle-ci définie comme la gestion d'abord de nos ressources matérielles, conduit au pire désastre qui soit, qui plus est, désastre de nature essentiellement économique, à savoir la menace d'une disparition de toute ressource par leur destruction systématique, et par suite la menace d'une catastrophe planétaire qui conduirait à la détresse économique de la plupart des hommes, des femmes et des enfants, quand ce n'est pas à la mort pure et simple. De toute évidence, ce choix en faveur de l'économie s'avère une lourde erreur, sur le plan tant individuel que collectif. Nous en avons maintenant sous les yeux la démonstration la plus probante et la plus décisive. Le mal, en effet, semble irrémédiable. Vers quelque endroit où nous tournons la tête, la catastrophe semble imminente et inévitable. Soit le confinement pour atténuer la contagion, et dès lors, c'est l'économie mondiale qui entre dans une grave récession, soit la libre circulation des individus pour autoriser les hommes à travailler, à nouveau, avec des objectifs de croissance à tout crin, et dès lors, c'est d'une part le virus qui immédiatement fait des ravages, et d'autre part, quoi qu'il en soit, ce sont d'autres dangers sanitaires, environnementaux ou géopolitiques qui nous éclateront un jour ou l'autre à la figure. Que faire ? Faut-il honnir tout souci relatif à l'économie et faire de celle-ci le paria de l'agir humain ? Faut-il définitivement clouer au pilori toute personne qui se risquerait à émettre quelques considérations de nature économique, car ces considérations montreraient chez elle un appât du gain larvé, irrémédiablement égoïste et, quoi qu'il en soit, potentiellement nuisible à la planète et à l'humanité ? Tu t'en doutes, les choses ne sont pas aussi simples. Pour aborder la difficulté,
constatons que le règne sans partage de l'économie sur nos vies est tout d'abord un phénomène qui est de l'ordre du discours. De fait, si l'on étend la définition de l'économie à toute gestion de la part matérielle de l'existence, on s'aperçoit que les hommes ne parlent que d'économie actuellement. Aucune information ne nous est donnée, aucun discours n'est publiquement valorisé, aucune décision politique n'est envisagée si cette information, ce discours ou cette décision n'est pas en lien direct et étroit avec des considérations ou des activités directement économiques. Pour comprendre ce point, appuyons-nous sur un exemple extrême, l'artiste. L'artiste qui pourtant a toujours fait vœu, depuis le XIXe siècle du moins, de libérer son art de tout souci économique, l'artiste ne peut actuellement avoir audience et crédit que s'il a déjà vendu son art sous la forme d'un objet matériel et qu'il a surtout encore quelque chose à vendre. On imagine un Socrate qui, quant à lui, n'a jamais rien écrit de sa vie pour se promouvoir personnellement et qui prétendait ne vouloir parler qu'au seul nom de la vérité. On l'imagine aujourd'hui frappé à la porte d'un média ou d'un pouvoir politique dans le désir de partager le fruit de sa réflexion, qui plus est, les pieds nus et vêtus d'une toile de bure. La sécurité aurait vite fait de le flanquer dehors et de le remettre à la police ou aux services sociaux, ou bien encore dans un asile psychiatrique. C'est donc un fait. L'économie étend son règne tout d'abord dans nos esprits et dans les discours que les hommes s'échangent entre eux pour considérer leur existence propre et y agir. Pourtant, paradoxalement, il semble que plus l'on se préoccupe d'économie, plus on se rue à la catastrophe économique. Pour comprendre ce paradoxe qui n'est qu'apparent, il faut prendre un peu de recul avec nos choix en matière d'économie. Rappelons que l'économie, avant d'être un art de vivre, est tout d'abord une science théorique, et que comme toute science théorique, elle implique des choix. Pour préciser mon propos, je dirais que depuis la Renaissance, les sociétés ont choisi progressivement l'activité économique comme la finalité de toute politique et de toute trajectoire individuelle, mais activité économique cadrée néanmoins par une vision particulière et restrictive de l'économie. Cette vision, nous la connaissons. C'est la quantité. Notre économie se fonde en effet sur la considération et l'évaluation permanente de la quantité d'objets et de biens que nous parvenons à rassembler autour de nous, considération qui culmine par excellence dans le primat de la croissance. Croître, en économie, n'est rien d'autre que l'agrandissement indéfini de la quantité d'objets à produire et à consommer. C'est en germe dans la réflexion des humanistes. Ce qu'il faut d'abord considérer pour la constitution d'un État, c'est le volume des territoires, des forces armées pour le défendre, des terres à cultiver, des commerces à développer, des maisons et des biens qu'on estime indispensables d'abord à la vie humaine. Ce modèle vaudra progressivement pour les particuliers et non seulement pour les princes. Il suffira ensuite de passer d'un modèle quantitatif restrictif, qui tient compte des pénuries, à un modèle productif quantitatif, sans limite ni raison. Celui qui est actuellement le nôtre. Notons au passage que la peur panique de la mort dont nos pouvoirs politiques sont la proie trouve son explication dans le primat accordé à ce type d'économie. Primat qui est avant tout, je le répète, de nature idéologique et qui est de l'ordre du discours.
Dans l'esprit de l'homme, l'économie a en effet pour fonction de gérer les ressources matérielles grâce auxquelles nous développons et nous entretenons la part matérielle de notre vie, dont ultimement notre corps et sa santé. Le primat de l'économie pour tout système politique se fonde ainsi sur un matérialisme radical qui conduit à faire de la vie biologique l'unique valeur à suivre, le seul critère d'existence ou de dignité humaine, la conviction suprême qui transcende toutes les autres convictions. Ainsi, plus le choix en faveur de l'économie se fait exclusif, plus le matérialisme se fait radical. Dans cette logique de discours, comme l'on ne perçoit plus rien en dehors des seuls soucis et des seules activités économiques, il ne peut y avoir dans les préoccupations fondamentales des hommes rien en dehors de l'objet propre de l'économie, à savoir leur possession matérielle personnelle, la jouissance qu'ils peuvent en avoir et ultimement ce par quoi ils peuvent en jouir effectivement, à savoir leur propre corps, leur sens et les sensations qu'ils en tirent. L'apparition subite d'un virus suffisamment agressif, sournois et pandémique pour mettre en émoi nos services de soins, les médias, la communauté scientifique et la classe politique, a rendu spectaculairement visible un risque, certes bien réel, de mort. Mais il n'en a pas fallu plus pour que cette peur panique de la mort se propage dans tous les esprits et s'en empare. Il n'en a pas fallu davantage pour faire basculer le monde dans la plus totale irrationalité et surréalité, car notre vie biologique, notre corps, et maintenant nos possessions matérielles, par la crise économique qui s'annonce, c'est-à-dire ce en quoi on croit le plus, se voit directement menacé. Notons toutefois, paradoxe ultime, que ce n'est pas le corps en lui-même, objet de toutes nos préoccupations et de tous nos désirs, qui bascule dans l'irrationalité. C'est l'esprit qui pour l'heure ne voit, ne se nourrit, ne respire que des seules considérations de nature économique. Par ailleurs, on peut constater que la plus grande majorité de la population mondiale accepte cette situation de crise et ce confinement sous la force des seules informations qui lui sont transmises, sans nécessairement avoir été en contact réel avec la moindre victime du virus. Ces informations se cristallisent pour chacun en une perception morbide et cataclysmique de notre avenir proche. La peur peut asseoir son règne, jusqu'à devenir une panique stupéfiante et paralysante, qui trouve d'ailleurs sa plus parfaite expression dans notre confinement. Cette forme de peur n'exerce son empire sur les esprits qu'à la mesure du danger qui est supposé en être la source. La peur panique de la mort nous tient dès lors en haleine et nous confine littéralement dans un état de prostration et d'impuissance. Cela dit, cette peur n'est à mes yeux qu'un symptôme dont le mal est beaucoup plus profond et plus insidieux. Comme je l'ai dit, ce mal provient du choix éthique et politique qui s'est fait exclusif en faveur d'une vision particulière de l'économie. Il se fonde en effet dans la conviction, en cette vision de l'économie comme la seule capable de résoudre toute difficulté liée à la conduite de la vie de l'homme et des sociétés, conviction que nous avons formulée, maintes fois ressassée, et enfin décidé aveuglément de suivre depuis plusieurs siècles déjà. Il faut savoir que cette réduction de l'économie au seul souci de la quantité de biens qu'on parvient à conquérir, à produire, à défendre et à consommer
est en parfaite contradiction avec la vision et les choix en matière d'économie des siècles qui ont précédé. Quelle est cette vision et quel en est le principe fondamental ? Dans toute activité de nature économique, la dépense ne doit jamais dépasser la recette. Ce principe est formulé dans le premier ouvrage d'économie recensé en Occident, dont l'un des interlocuteurs est Socrate lui-même. Il s'agit du livre de Xénophon, autre grand disciple de Socrate, qui a délimité les bornes de l'art économique et a été ainsi la référence en la matière pendant près de 2000 ans, livre dont le nom est tout simplement économique. J'y reviendrai plus longuement dans mes prochaines lettres. Ce principe est encore énoncé par La Bruyère, l'un des éminents moralistes du XVIIe siècle. Je cite : « Celui-là est riche qui reçoit plus qu'il ne consomme. Celui-là est pauvre dont la dépense excède la recette. » Si par exemple je possède une terre capable de produire autant de fruits et de légumes, selon ce principe, je ne dois pas vivre comme si cette terre pouvait en rapporter 2, 3 ou 10 fois plus, bien que je puisse et que je doive même en tirer tous les bénéfices que cette terre promet, avec cependant pour cela la plus rigoureuse et la plus stricte économie. Dans ce cadre de pensée, le mot même « économie » retrouve sa signification pleine et entière. Il renvoie à cette pratique qui consiste à économiser ses ressources, en d'autres termes, à faire en sorte qu'on en ait toujours suffisamment. Ainsi, il n'est absolument pas conseillé d'épuiser la terre, par exemple, avec des cultures intensives, au risque de la rendre complètement et définitivement infertile. On pratique plutôt une rotation dans les cultures pour permettre à la terre de se ressourcer. Cette manière de concevoir l'économie conduit les hommes à mener une réflexion rigoureuse et courageuse sur leurs besoins, car on ne peut se permettre de vivre selon un train de vie susceptible d'épuiser les ressources naturelles, ainsi que les ressources productives de l'être humain. De cette manière, on voit comment on peut généraliser le principe à toute activité qui sont de nature économique. Principe au demeurant très simple, qui, je le répète, consiste à ne pas dépenser plus que ce qu'on possède. Toujours est-il qu'une vision exclusivement quantitativiste de l'économie, qui a conduit à l'idéologie de l'accumulation et de la croissance, s'inscrit pleinement en faux contre ce dernier principe économique, qui nous vient une fois de plus de la sagesse ancienne. En effet, on peut tout à fait être poussé par le seul objectif de conquérir et de produire la plus grande quantité de biens possible, sans songer un seul instant à la quantité de dépenses que cette conquête ou que cette production requiert. De plus, une économie basée sur le principe d'un équilibre entre les dépenses et les recettes, à savoir la quantité d'énergie à dépenser ou la quantité de peine à consentir, contre la quantité de bénéfices ou de biens reçus en contrepartie, ne peut, comme je l'ai indiqué, se dispenser d'une réflexion exacte sur les besoins de l'homme, et parmi ceux-ci, les besoins les plus essentiels à satisfaire en priorité afin d'être véritablement économe. Ce dont se prive royalement notre vision productiviste de l'économie, dont le principe ultime est la croissance, toute voile dehors, sans souci de la réelle utilité des biens produits et consommés. Notre système économique en fournit encore une fois la preuve factuelle la plus convaincante, puisque ce système a outrepassé déjà depuis longtemps le principe de la croissance pour s'enferrer dans celui de la dépense au sens fort du terme, qui n'est d'ailleurs qu'une autre manière de définir la consommation. Nos sociétés de consommation, comme le terme l'indique, consomment littéralement toutes les ressources disponibles
sans aucun souci de leur gestion. Ce n'est donc pas une économie au sens premier du terme, c'est une économie rendue profondément malade qui confine les hommes à adopter des pratiques économiques extrêmement dangereuses et pour leur environnement et pour eux-mêmes. C'est une économie qui manque cruellement d'intelligence, car elle ne remplit pas sa fonction correctement. Au lieu de conférer à l'homme force et santé durant son temps de vie, elle l'affaiblit et le ruine par une dépense effrénée d'énergie tout azimut, sans aucun souci des réels besoins qu'il doit satisfaire. C'est une économie qui, apparemment, accumule une quantité invraisemblable de richesses, mais qui, très paradoxalement, appauvrit l'humanité tout entière. Dans le Phédon, dialogue écrit par Platon, Socrate distingue ce sans quoi l'homme ne peut agir d'une part, et ce pourquoi il agit de l'autre. Socrate, sans ses os, ses muscles et son sang, dont l'explication est du seul ressort du naturaliste, serait dans l'impossibilité d'être là et de dialoguer avec ses amis et ses disciples. Sans cela, il ne peut agir, ni même exister. Mais rien dans cette condition sine qua non de nature physique n'est en mesure de dire pourquoi il a agi de telle manière, c'est-à-dire qu'il a jugé que l'acceptation de sa peine était plus juste que la fuite, bien que cette acceptation le condamne à une mort certaine. Ce qu'il indique par là, c'est que la véritable cause des agissements des hommes est à trouver dans le sentiment de justice qui les anime, sentiment qui les pousse à agir dans ce qui leur paraît préférable. Chaque homme, en effet, agit en fonction de ce qui lui paraît être un bien ou un mieux pour lui-même. Précisons cependant que lorsque Socrate parle de sentiment de justice, ou qu'il évoque la notion de bien ou de mal, dans l'affirmation par exemple « nul ne fait le mal volontairement », il est très loin de penser détenir à lui seul la justice en soi ou le bien en soi, ou de penser encore qu'un autre homme puisse la détenir. Il indique simplement qu'il agit, quant à lui, selon un certain sens de la justice, car il estime que suivre ce sens lui procurera un bien plutôt qu'un mal, exactement comme tout autre être humain. Chacun agit en fonction de la notion de bien qu'il a pu se former en lui, ce qui ne veut pas dire que cette notion particulière est la meilleure. Les seuls moyens de trouver la meilleure, c'est la réflexion et le dialogue. C'est pourquoi Socrate insiste sur la nécessité de s'expliquer selon des règles rationnelles, les uns aux autres, les différents sentiments de justice qui nous animent, afin de trouver ensemble ce qui, pour chacun et pour tous, apparaîtra être le meilleur à suivre et à vivre, et ainsi de tendre du mieux qu'on peut vers à la fois l'idée la plus précise de la justice et un état effectif de justice entre les hommes. Socrate ainsi pose le constat d'un constant décalage entre le bien en soi ou la justice en soi, d'un côté, et le sentiment que peuvent s'en former les hommes de l'autre, lui compris. Ce décalage n'est résorbable que par la discussion philosophique. Une économie malade comme la nôtre, et quoi qu'on en dise, une économie qui manque cruellement d'intelligence. Retournons à la distinction socratique pour tenter d'y voir plus clair. Car on ne pourra pas convaincre les hommes d'agir autrement si on ne leur fait pas comprendre qu'ils ont tout intérêt à le faire, s'ils ne sont pas intimement convaincus qu'il est plus juste d'agir de cette manière, et qu'il n'y a que de cette manière qu'ils pourront faire le bien volontairement, et pour l'humanité, et pour eux-mêmes tout à la fois.
La distinction socratique est fort utile pour rechercher à identifier les besoins de l'homme et la stratégie de vie à adopter pour les satisfaire tous, sans n'en léser aucun qui nous soit essentiel à la conduite de notre existence, à la fois individuelle et politique. L'homme, pour Socrate, forme un tout composé de parties inextricablement reliées les unes aux autres. L'âme et le corps, certes, mais l'âme elle-même se partage en 3 parties qui se rapportent aux activités jugées essentielles à l'homme. La partie qui prend en charge la satisfaction de nos besoins physiques, nommée en grec epithumia, et qui renvoie à l'économie. La partie qui nous relie à une communauté de valeurs, et par là à une communauté politique particulière, le thumos. C'est cette partie qui renvoie au sentiment de justice ou d'injustice que nous formons. Enfin, il reste la partie qui prend de la distance avec ce que nos sens nous indiquent, qui réfléchit et y met de l'ordre ainsi que dans toutes nos activités, en grec le logistikon, et qui renvoie à notre intelligence. Ainsi, des 3 dimensions qui constituent l'être de l'homme, nous ne nous sommes visiblement pas donné les moyens de prendre soin conjointement de celles qui se rapportent à notre intelligence d'un côté et à l'économie de l'autre. Ce qui nous a conduit à adopter une économie aussi absurde, par laquelle on s'est mis en danger de mort, alors qu'on croule sous l'abondance des biens. Mais qu'en est-il de cette partie de l'âme par laquelle nous sommes attachés à une communauté de valeurs, celle de laquelle prend forme le sentiment de justice qui nous fait agir dans tel ou tel sens, mais aussi notre profond désir de nous voir reconnus et valorisés par les autres membres de notre communauté. Depuis que les sociétés humaines existent, l'homme a toujours associé irréductiblement le bonheur à la réussite sociale. À tort, dira Socrate et tous ses disciples après lui. Mais on tient si peu compte de l'avis du philosophe. Or, quel est le modèle de la réussite sociale actuelle qui pousse la majorité des hommes à se conduire et à évaluer la justesse de la totalité de leurs pensées et de leurs actes, si ce n'est précisément ce principe de nature faussement économique qui consiste à accumuler autour de soi la quantité la plus grande d'objets de consommation pour ainsi la consommer aux yeux et à la barbe de quiconque voudra bien le voir. La grave erreur de notre économie ne serait-elle pas d'avoir associé irréductiblement la réussite sociale à ce principe économique productiviste de croissance sans limite ? N'est-ce pas en effet d'abord pour montrer aux autres hommes les signes probants de sa propre réussite et de son bonheur personnel qu'on prend ce néfaste plaisir à accumuler autour de soi une quantité aussi invraisemblable d'objets dont, il faut le dire, l'utilité réelle échappe à quiconque veut bien se poser réellement la question. Mettons-nous d'accord. Lorsque je parle de quelque chose d'utile, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, cette chose est salutaire à l'homme. C'est-à-dire que cela contribue à sa santé aussi bien physique que mentale, soit à son bien-être. Or, qu'est-ce qui est le plus à même de corrompre et d'anéantir sa santé physique et sa santé mentale, si ce n'est cette accumulation excessive d'objets, de la maison à la voiture, en passant par tout ce que nous sommes dès lors contraints de produire et de manipuler, pour aujourd'hui avoir la possibilité de se faire une place parmi les hommes, et pour signifier aux autres le niveau de notre réussite sociale. Est-il possible de nommer une seule de ces utilisations de laquelle on ne constate pas une nuisance irréversible, et pour l'individu particulier et pour la société dont il fait partie,
et pour la planète tout entière. Nous ne nous sommes engouffrés dans cette ruine économique que parce que nous regardons en priorité sur tous ces objets les signes de réussite sociale qu'ils représentent, à nos yeux propres et aux yeux des autres. Sous prétexte d'utilité économique, nous n'avons fait que stimuler notre désir de réputation, à tout le moins celui d'être reconnu parmi les hommes comme un homme ou une femme qui réussit, dans son milieu, dans son domaine, parmi ses pairs, dans sa famille, face aux voisins, devant ses amis. Si ce n'est pas pour cette raison, que peut bien signifier la possession d'une voiture puissante et luxueuse qui à elle seule épuise les ressources qui pourraient faire vivre une communauté entière pendant une année? Que peut bien signifier le désir d'agrandir ses propriétés, de les affubler régulièrement de tout un décorum nouveau, les mobiliers, les matériaux, la vaisselle, les tentures, les ustensiles, les appareils technologiques, etc., sous le fallacieux prétexte d'utilité, mais néanmoins sous le joug de la mode en la matière? Que signifie ce soin infini que nous accordons à nos vêtements, à nos cheveux, à nos chaussures, nos montres, nos bijoux, la couleur de notre peau, la blancheur de nos dents? Peut-on calculer la quantité de ressources qu'il faut consommer en une année, c'est-à-dire détruire inexorablement, et cela pour satisfaire ce seul souci éprouvé visiblement si impérieusement par l'homme consumériste actuel, d'avoir le sentiment que ses dents sont les plus blanches possibles, ou encore de posséder le dernier laptop ou le dernier portable produit, de posséder une voiture qui dispose d'un clignoteur défilant, c'est-à-dire qui se marque d'un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Combien d'ingénieurs n'ont-ils pas mis leur intelligence et leur force de travail au service de toutes ces choses dont l'ineptie n'a d'égal que la quantité de nuisances en chaîne que cela provoque pour l'homme et pour la planète, sans compter tous ces programmes d'obsolescence programmée qui requièrent un développement économique, technique et technologique si poussé. Tant et si bien que maintenant, c'est tout notre système économique qui se fonde sur ce seul principe d'obsolescence programmée. Nous voici pris au piège, car sa date d'obsolescence arrive désormais à son terme. La plupart de ces objets ne servent en rien au progrès de l'humanité, dont la qualité se mesure dans sa capacité à partager équitablement les ressources nécessaires pour vivre dignement et à s'occuper humblement et patiemment des plus faibles. À la lumière de ce progrès, ces objets ont un tel niveau de toxicité qu'ils en feraient pâlir tous les virus que la Terre a jamais portés. Chacune de ces dépenses, la moindre quantité d'énergie produite et consommée, chacune de ces activités, qu'elles soient de nature productiviste ou consumériste, est destinée à nourrir, à développer et à exacerber une des trois parts constitutives de l'homme. Cette part est ce souci de reconnaissance, et cela sous prétexte d'économie. Il nous faudra, mon Antonine, explorer cette piste réflexive lors de ma prochaine lettre, car je pressens que de cette exploration surgira la solution que nous cherchons. Je t'embrasse et te dis à tout bientôt.